Tout est politique, bonjour à tous sur i24 News. On commence cette émission avec la visite surprise de François Hollande à Vladimir Poutine. C'était sur le chemin du retour de sa visite officielle au Kazakhstan. Tous les sujets ont été abordés, sauf un. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, au nom de l'Europe, peut-être François Hollande a-t-il compris comment on doit parler à Vladimir Poutine. En France, certains disent que Manuel Valls est en train de se hollandiser. Il perd de sa niaque, Michael Darmon, bonjour. Oh, bonjour. Valls et Macron, homme de main pour Hollande ou homme de Hollande pour demain? Tout est politique, direction la Russie. Une opération montée dans le plus grand secret. Alors en déplacement pendant 2 jours au Kazakhstan, le président François Hollande en a profité pour organiser une rencontre au moment de son vol retour avec Vladimir Poutine. 2 heures d'échange. Il a plaidé pour une fin du conflit en Ukraine. On le regarde. Je pense que nous avons tout intérêt à pouvoir poursuivre la discussion que nous avions eue c'était au G20. J'ai écouté le discours que vous avez prononcé il y a quelques heures, et je pense que nous devons éviter qu'il y ait d'autres murs qui viennent finalement séparer. À un moment, il faut aussi être capable de dépasser les obstacles et de trouver des solutions. Pourquoi cette visite surprise, Christian? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Elle a été concertée avec le président kazakh, avec M. Nazarbayev, qui a fait comprendre à M. Hollande et aux Européens, parce qu'entre-temps, il y a eu des contacts avec Angela Merkel, la chancelière allemande, avec M. Porochenko, le président ukrainien, et il a fait comprendre que Poutine commençait à subir aussi les retombées de la crise avec l'Ukraine, les sanctions économiques, et qu'il avait envie de trouver une solution à la crise ukrainienne. Donc il est allé voir M. Poutine. Je ne dirais pas en sauveur. Il est allé discuter avec M. Poutine pour lui faire comprendre que quand même, on a quand même besoin de discuter avec la Russie, qu'on ne peut pas l'isoler et qu'on ne fera pas plier la Russie militairement ou quoi que ce soit. Donc on ne peut pas faire sans. Vous avez raison. Donc c'est à partir de là qu'il y a cette discussion. Je note que M. Hollande a dit à M. Poutine, si à partir du moment où le protocole de Minsk, capitale de la Biélorussie, où il y a eu des entretiens, des discussions pour une résolution sur le problème russo-ukrainien, à partir du moment où ce protocole sera respecté, apparemment on n'en est pas loin. Protocole de Minsk, échange de prisonniers, retrait des forces ukrainiennes dans certaines zones. Et puis surtout, ce qu'a dit Poutine, Poutine a dit une chose. Convoi humanitaire. Vous oubliez un point important. Poutine a dit: je suis prêt à reconnaître l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ça, c'est quand même majeur. Donc à partir du moment où il le dit, il doit le faire. S'il reconnaît l'intégrité territoriale, la souveraineté territoriale de l'Ukraine, ça sera un grand point avec les points dont vous venez de parler. Mais pourtant, François Hollande ne remet plus en cause l'annexion de la Crimée. Eh ben, c'est là que Poutine a gagné. Donc ça veut dire qu'on est face à une image diplomatique qui vient au fond montrer un peu que la stratégie du coucou est toujours un peu la meilleure. La France arrive au moment où le processus est fait, où dans 2 jours on commence d'autres décisions et on arrive à l'aéroport entre 2 avions pour dire nous sommes là et c'est un peu grâce à nous. Les grands vaincus, ce sont les Occidentaux, c'est l'Europe. Poutine, le grand gagnant, il a eu la Crimée. C'est un canossa un peu, oui. Cette rencontre. Il a eu la Crimée. Cela dit, je ne pense pas qu'il s'intéresse en particulier uniquement à ce qui se passe à Donetsk et tout, qui est quand même dans l'Ukraine. Donc je pense qu'on va, si tout va bien, une normalisation de la situation, des rapports entre la Russie et l'Ukraine. Normalisation de la situation, c'est-à-dire on a accepté et entériné l'annexion de la Crimée. Mais oui. Mais oui, c'est bien, dans les Occidentaux ont des mémoires à double tiroir, en fait, sur les annexions. On ne va pas embêter Poutine sur la Crimée. On est devant le fait accompli. Alors là, vous nous racontez cette visite de François Hollande, mais il y a quand même quelque chose de très étonnant, c'est qu'il rien n'a été dit sur le Mistral. Moi, je pense qu'à partir du moment... On ne va pas nous dire qu'il n'avait rien derrière la tête. Attendez. Officiellement, ils ont dit, on ne va pas nous faire croire qu'ils n'ont pas parlé du Mistral. Je note que depuis un certain temps, les Russes sont très conciliants concernant leur position vis-à-vis de la vente ou pas du Mistral. Je vois qu'ils laissent beaucoup de temps à Paris, parce que je pense qu'en effet, on va discuter de ce protocole de Minsk, et qu'à partir du moment où on arrivera à sortir de la crise ukrainienne, eh ben, automatiquement, vous verrez, on va livrer le Mistral. Enfin, les Mistral. Mais la question qu'on peut se poser, c'est au fond, à quoi ça a servi quand même cette rencontre? Ils se sont rencontrés, il vient de l'évoquer lui-même, le président, quand on entend parler, leur discussion à Brisbane, enfin leur non-discussion au G20 qu'il y a eu
quelques jours avant. Non, je parle du G8. En Australie, pardon, le G20 en Australie, où là, Poutine a pratiquement claqué la porte. Vous avez l'occasion, ils avaient 2 nuits, ils avaient l'occasion de pouvoir parler tous ensemble. Et c'est quoi cette nouvelle méthode maintenant de vouloir gérer des problèmes entre 2 avions? Il y a un moment, la réelle politique. C'est la diplomatie du duty free, ça. C'est de la réelle politique, c'est pas le duty free, c'est de la réelle politique. Les Occidentaux, et là je vais me faire l'avocat de M. Poutine. Les Occidentaux ont enfin... On a eu peur pendant un temps, on croyait que vous étiez passé avocat de François Hollande. Les Occidentaux ont enfin compris comment il fallait parler à M. Poutine. Oui. Il faut lui mettre des marchés en main, des discussions win-win, comme je dis tout le temps, gagnant-gagnant. Là, je pense que Poutine, gagnant Russie. Non, quoi, attendez, gagnant Poutine sur la Crimée, gagnant Russie sur la Crimée, mais sur l'avenir des relations, on ne peut pas isoler la Russie. On doit parler à la Russie. Je vous signale quand même qu'elle a quand même un grand pied en Europe. Les Européens ne peuvent pas négliger la Russie. Ça, on ne peut pas faire sans. Mais Mickaël, moi je m'adresse à vous qui est spécialiste de la politique intérieure française. Ça sert à François Hollande ce genre de visite? Non, absolument pas. Ça sert. Enfin, rassurez-vous, il y aura un débâcle électoral au mois de mars. C'est pas un problème. Et le chômage va continuer à augmenter. Donc ça ne sert à rien pour les problèmes des Français. Ça sert à densifier l'image présidentielle, à montrer qu'il y a une capacité de la France de pouvoir influer, en tout cas être présente sur la photo et sur la scène nationale quand il y a des problèmes importants. Mais pour autant, y a-t-il une solution qui a été apportée concrètement par la France? Pour moi, non. Pour moi, il y a un point commun. Il y a un point commun entre Sarkozy et Hollande, c'est que tous les deux n'ont pas été bons, Sarkozy et Hollande encore moins, sur le levier politique intérieur, économie et tout. En revanche, je trouve qu'il y a un point commun entre les deux, c'est qu'ils ne sont pas mauvais en politique étrangère. C'est toujours la question qu'on entend concernant Sarkozy et Hollande. Mais dites-moi quel processus a été réglé, quel conflit a été réglé, quelle pelouse a-t-on vu accueillir 2 belligérants et tout d'un coup se serrer la main sous la houlette d'un président français? Non. Hollande a été Sarkozy a été très mauvais sur la Libye. Cette espèce comme ça d'ancienne qui consiste à dire que les présidents français qui se sont succédés depuis 10 ans sont bons sur le plan diplomatique. Expliquez-moi la présidence européenne sous Sarkozy, elle n'a pas été mauvaise. Elle n'a pas été mauvaise. Elle a permis que les banques sauvent effectivement l'économie européenne. Je vous l'accorde. Il faut avoir après la crise de la relance. Mais franchement, regardons les choses comme elles sont. C'est l'exutoire pour 2 présidents qui ont échoué en politique intérieure. Et l'exutoire, c'est la politique étrangère. Allez, tout est politique. Manuel Valls contre la gauche des frondeurs. Pas de changement de cap pour Manuel Valls qui vient donc de continuer sa révolution social-démocrate à gauche, à la Tony Blair. On le regarde, c'était aux 20h de France 2. Alors je veux exercer pleinement cette responsabilité qui est servir mon pays et j'irai évidemment jusqu'au bout tant que j'ai la confiance du président de la République et tant que j'ai le soutien de la majorité, tant que je peux bien sûr réformer le pays. Chacun sait que pour l'emploi, pour la croissance dans ce pays, mais d'abord pour l'emploi, il faut que les entreprises retrouvent des marges. Quel est le problème de l'économie française depuis maintenant plus de 10 ans? C'est le fait que nos entreprises sont beaucoup moins compétitives. Nous avons perdu du terrain par rapport à d'autres grands pays, les pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde bien sûr, mais d'abord par rapport à notre partenaire le plus proche, l'Allemagne. Et nous sommes en train de rattraper ce retard. Mais comment le faire? En baissant le coût du travail. Mickaël, 40 minutes là, à la télévision, on le voit partout, ça sert à quoi? 40 minutes à la télévision pour dire « je reste ». Sa répétition. Je serai effectivement dû à un Premier ministre jusqu'à la fin du quinquennat. Donc d'ores et déjà, effectivement, il annonce qu'il reste, c'est quand même un peu étonnant. Mais il pose quand même des conditions quand même, entre les lignes, c'est intéressant. Il dit « je reste à condition ». D'avoir bien évidemment la confiance du président, ça c'est le b.a.-ba, la confiance de la majorité parlementaire, ça va de soi, chef de la majorité, et d'avoir la capacité de réformer. Et c'est là qu'effectivement il pose peut-être un terrain un peu miné. Peut-être pour partir en temps voulu s'il ne réussit pas. Sous-entendu, s'il n'a pas la capacité de réformer, alors il pourra peut-être reconsidérer. Mais aujourd'hui, il affirme qu'il a la capacité de réformer. Comme dit Elisabeth, c'est du Valls à répétition. Je veux servir mon pays. Il ne change pas de cap, moi j'ai l'impression que c'est le même discours. Il prend un autre chemin, c'est-à-dire revenir vers la gauche. Le chemin, c'est de revenir vers la gauche. Parce qu'il sait que s'il ne part pas, alors il s'inscrit donc dans la durée. Il y a le congrès du Parti socialiste au mois de juin 2015. Et là, il ne peut pas avoir un congrès anti-Valls. Mais ce que vous dites est bourré de contradictions.
Attendez, Pourquoi? parce que M. Valls, vous dites qu'il veut revenir vers la gauche, Oui. mais dans le même temps, il soutient M. Macron, qui lui veut briser ce conservatisme qui tue la France. Et c'est là qu'on peut se poser la question, Valls et Macron sont-ils les hommes demain ou les hommes pour demain? Voilà. C'est-à-dire que là, au centre du jeu, vous avez François Hollande qui envoie Valls et Macron en avant pour dynamiter la vieille gauche. Parce que là, le projet, 3 jours avant bien sûr, la loi sur la croissance et sur la l'activité. croissance, avec notamment le travail du dimanche et beaucoup de réformes, l'explosion des professions réglementées comme les avocats, les notaires et autres, les huissiers, pas les avocats mais les pharmaciens. Bref, qu'est-ce qu'il fait François Hollande? Il met en place le programme pour lequel il a été élu, dynamiter la gauche gauchiste. Voilà. Il ne le dit pas parce que c'est son caractère, d'être toujours dans l'esquive, de masquer, de cacher, mais comme par hasard, qui est en avant aujourd'hui du dispositif gouvernemental? Valls et Macron. Alors Valls, il le fait à sa manière, à la politique. Chacun. Il a fait le discours à la Fondation Jean Jaurès, il prépare le congrès. C'est extrêmement machiavélique, ça. Ah bah c'est extrêmement machiavélique. Vous savez, il a une référence. C'est François II, François Mitterrand. Il a une référence, François Mitterrand. Je ne vais pas dire, c'est François Mitterrand. On verra s'il est François Mitterrand bis ou sous. Non, je crois pas. Mais ça, je vous laisse... Ce sera difficile d'égaler François Mitterrand entre nous. Je vous laisse le François II commentaire. et François II. Mais ce qui est intéressant, c'est que les événements vont arriver et on verra bien. N'oublions pas qu'en 1985, si on se réfère quelques instants à François Mitterrand, tout le monde donnait Mitterrand mort, qui a été réélu en 88, François Mitterrand. Oui, donc la partie n'est pas terminée, loin de là. Donc ce que l'on voit, François Hollande qui se met au centre du jeu, qui envoie en avant-garde révolutionnaire donc deux soldats au feu pour dynamiter la gauche gauchiste, tout en essayant de passer un accord avec Martine Aubry à Lille dans un déjeuner qu'on peut qualifier de déjeuner de la gaufre plurielle, et puis ensuite dire au Congrès et à Cambadélis, il faut faire en sorte d'avoir une motion générale pour faire que je sois le candidat désigné pour 2017. Voilà les purs en cette fin d'année 2014. Et Aubry qui se dit l'anti-Valls maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aubry qui se dit l'anti-Valls. Elle ne se dit pas, elle est absolument anti-Valls, ce qui arrange un petit peu François Hollande. Mais lui, il reste au centre du jeu. Attention, n'oublions pas, c'est le président culbuto. C'est le plus grand joueur de billard. Toujours Vous êtes en train de nous dire que Hollande est le plus grand joueur de billard. À combien de bandes? Président culbuto, je préfère. Président culbuto. Allez, tout est politique. Les images de la semaine. Christian, votre image de la semaine, c'est le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moualem. Pourquoi? Écoutez, Walid Moualem, avec son homologue irakien, est allé voir le parrain iranien. Pourquoi? Parce qu'Israël, à juste titre, a détruit des stocks de missiles Fateh 110, des missiles très sophistiqués de fabrication iranienne qui peuvent détruire n'importe quelle partie d'Israël. Et ils ont vu ces livraisons qui ont été acheminées à côté de l'aéroport international de Damas et plus dans l'ouest, tout près du Liban, tout ça gardé par le Hezbollah, allié de l'Iran. Donc les Israéliens ont détruit tous ces stocks, à juste titre, préserver la sécurité d'Israël, la souveraineté d'Israël, et les autres sont allés voir le parrain iranien pour dire il faut renforcer le front contre Israël et tout. Donc je dis que finalement, sur le fond, on accuse souvent Israël d'être un va-t-en-guerre. Je regrette, pendant ce temps-là, M. Moualem, la Syrie et l'Iran prépare la guerre contre Israël, cette guerre souterraine, pour encercler Israël avec ses missiles et tout ça. C'est très dangereux. On joue à un jeu dangereux. Mickaël, votre image de la semaine, c'est une bande-annonce. C'est la bande-annonce d'un film qui s'appelle Les Héritiers. On regarde. La croix jeune fille sous la veste, merci. Foulard, s'il vous plaît, merci. Bonjour. La seconde 1, c'est une catastrophe. Il y a 3 rapports disciplinaires avisés en urgence. Je m'en fous de tes règles, moi. Je m'appelle Madame Guégen. Suffit. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble. Un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'être un truc d'intello, ça. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la honte? Pourquoi vous faites ça? C'est bizarre parce que moi, j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Alors, Mickaël, pourquoi ce choix, Les Héritiers, ce film? Parce que d'abord, c'est une histoire vraie. Et qui effectivement raconte que malgré tout ce que l'on montre tous les jours, malgré effectivement les tensions qui peuvent exister, et notamment les drames autour de l'antisémitisme, eh bien il y a quand même des poches d'espoir. Parce que cette histoire raconte comment une classe difficile, réputée difficile dans un lycée, une classe de seconde, a été emmenée par ce professeur de français, à Créteil d'ailleurs, avec donc, vous voyez, c'est pas anodin, a été donc emmenée pour faire le concours national de la résistance et de la déportation, c'est-à-dire être confronté tout d'un coup à des événements, à un passé, à des histoires qui sont très très loin d'eux, mais qui en même temps sont
leur appartiennent, c'est-à-dire l'histoire aussi donc de la France et l'histoire de l'Europe. Et on a vu après, l'histoire raconte, et vraiment je pense que ce film le montrera bien, comment tous ces jeunes ont avancé, ont regardé, compris l'histoire pour pouvoir écrire la leur. Et ça, c'est effectivement, je dirais, un film mieux qu'un discours. On a encore fait l'antisémitisme grande cause nationale, comme on le fait régulièrement à chaque fois qu'il se passe un drame, mais sans vraiment ensuite résultat. Du point de vue donc des politiques, on voit bien, et je suis persuadé que la société fera plus avancer. L'éducation important. Ça montre bien que l'éducation, non seulement c'est important, et que tout n'est pas un échec en éducation. Est-ce que vous savez si ce film va être diffusé justement dans les écoles? Alors normalement, c'est quand même s'il n'y a que nous qui le regardons. Il devrait certainement, bien entendu, comme le film La Rafle ou d'autres, avoir sa vertu pédagogique, mais il est déjà d'abord dans toutes les salles. C'est le film événement de cet hiver. Merci messieurs, merci Mickaël Darmon. On se retrouve juste après les informations avec notre invité Arnaud Danjean, député européen UMP, spécialiste des questions de défense. À tout à l'heure.